Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39 21 comme tous les midis. Dans un instant, nous parlerons avec vous notamment du don de sperme. Vous êtes né d'un don de sperme, vous êtes vous-même donneur. Appelez-nous au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, nous avons souhaité revenir ce midi sur ces témoignages particulièrement touchants, témoignages de ces parents d'enfants handicapés qui nous ont appelés hier. Effectivement, Maxime, et nous l'avions dit hier à l'antenne, nous serions heureux de dialoguer de ces problèmes avec la secrétaire d'État aux handicapés, Ségolène Neuville, qui du coup a accepté notre invitation. Et vous êtes avec nous, Madame Neuville, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Maxime le disait, quelques témoignages d'auditeurs nous ont secoués, bouleversés hier. On va en entendre deux, et puis nous dialoguerons avec vous de ces difficultés que rencontrent les parents qui ont souvent le sentiment d'être abandonnés par l'État quand ils doivent gérer les difficultés liées au handicap de leurs enfants. Nous écoutons d'abord Natacha qui nous appelait de Letigis dans la région d'Orléans. Ça fait 1 an qu'on est sur liste d'attente. La liste d'attente, 60 enfants qui sont positionnés dessus, 17 sans solution. Donc mon fils sera sûrement adulte avant de pouvoir intégrer un établissement d'enfants. Donc dans 3 ans, je me retrouverai sans solution avec un jeune adolescent à la maison. Et ses troubles du comportement vont se majorer. Et ça sera un adulte qui deviendra encore plus compliqué à gérer. Bonjour Hugues. Oui, bonjour. Vous êtes à Blois ? Absolument. Et votre fils est handicapé et vous n'avez pas de place pour lui non plus dans un établissement adapté à son handicap ? Exactement. Il a 12 ans, il est autiste sévère. Et alors qu'au départ, il a été pris en charge dans des écoles classiques avec des AVS. AVS, c'est une auxiliaire, hein ? Auxiliaire de vie scolaire. Aujourd'hui, par faute de prise en charge possible, il est à la maison. Dans bien des pays dans le monde, je pense aux États-Unis en particulier, les autistes, pour ne parler que d'eux, font partie intégrante de la société. Il y a les autistes, les non-autistes. En France, c'est pas le cas encore. Donc, merci pour votre émission et il faut qu'on en parle le plus possible. Hugues et Natacha, Madame Neuville, racontent la même histoire au fond. Ils voudraient garder leur enfant auprès d'eux, pas très loin, dans des structures adaptées. Pas les envoyer en Belgique comme le font beaucoup. La séparation est douloureuse et les conditions d'accueil en Belgique sont contestables. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de structure en France, il n'y en a pas assez. Et plutôt que donner de l'argent à des institutions belges qui le dépensent sans doute très mal, avec peu de contrôle, qui sont remboursées par la sécurité sociale, pourquoi ne pas consacrer cet effort financier, 250 millions d'euros, disait la présidente de l'UNAPI, à la construction de structures en France proches de ces familles. Voilà pourquoi nous vous avons invité. C'est la réponse en fait à cette question assez simple que nous serons heureux d'écouter, Ségolène Neuville. Bien sûr, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis moi-même évidemment très sensible et très touchée par le témoignage de ces familles. Et je dirais même que trouver des solutions pour tous les enfants, tous les adultes handicapés en France, et surtout stopper ce flux vers la Belgique dont vous venez de parler, c'est mon combat depuis 1 an et demi. Alors la situation actuelle, c'est quoi ? D'abord, les personnes handicapées qui partent en Belgique, plusieurs milliers, il y en a plusieurs milliers qui sont hébergés là-bas. 6500, je crois. C'est une situation qui existe depuis plus de 10 ans. Oui. Plus de 10 ans. D'accord. C'est ça la réalité. Et ce nombre ne diminue absolument pas, malgré les créations de places en France. Il faut savoir qu'en France, il y a 4000 nouvelles places pour personnes handicapées qui sont créées chaque année, pour un total actuellement de 490 000 places. C'est un budget de 9 milliards d'euros par an. 9 milliards pour ces 490 000 places. Et donc, malgré ces créations, on voit bien qu'il y a encore des enfants et des adultes qui n'ont pas de solution, comme ce qu'on vient d'entendre, et des enfants et des adultes qui sont orientés vers la Belgique. Donc, on voit bien qu'il faut faire plus. C'est bien ce que nous avons fait avec Marisol Touraine, avec d'abord la première urgence, s'assurer de la qualité des établissements en Belgique. Avant de faire revenir tout le monde et de stopper le flux, moi, ma première urgence il y a 1 an et demi, ça a été de m'assurer qu'au moins, quand ils sont accueillis en Belgique, s'assurer de la qualité des établissements. Ce qui n'était pas tout le temps le cas. Ce qui n'était pas tout le temps le cas. On a eu quelques témoignages assez effrayants de ce point de vue. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il y a eu un accord entre franco-wallons, donc qui a instauré en fait des inspections communes entre les services d'inspection belges et les services d'inspection français. Donc maintenant, ça fonctionne et l'assurance maladie ne finance plus quand il n'y a pas ce qu'on appelle une convention en fait entre les établissements
et l'assurance maladie. Ce que disent certains parents, c'est qu'en Belgique, certains instituts font du business autour de ces situations dramatiques. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a aussi des établissements qui font du très bon travail en Belgique, il faut reconnaître la réalité, mais il y a aussi effectivement des établissements qui font, comme vous dites, des affaires. Et moi, mon souhait... Aujourd'hui, vous pouvez dire que par rapport à la Belgique, toutes les places qui sont financées par la sécurité sociale le sont au terme d'une convention. Plus rien ne se passe sans convention. Voilà. Et quand ce qui est déjà une forme de garantie. Quand il y a des constatations qui sont faites, qui ne sont pas conformes à la qualité, à ce moment-là, on réoriente les enfants ou les adultes ailleurs. C'est évidemment à chaque fois de la gestion au cas par cas. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce que, en fait, je ne veux plus qu'il y ait quiconque, enfant ou adulte handicapé, qui partent en Belgique contre son souhait. Et donc maintenant, c'est la deuxième partie du dispositif qu'on vient de mettre en place et d'annoncer avec Marisol Touraine, c'est-à-dire identifier en fait quand il y a tout d'un coup une demande pour partir en Belgique à l'assurance maladie, il faut qu'on identifie le flux d'argent qui est censé partir pour financer cette place. Donc ça, c'est fait, le dispositif, on vient de le mettre en place. Et désormais, quand il y a quelqu'un qui doit partir en Belgique, l'assurance maladie, il y a une alerte et cet argent va être réorienté sur le département où la personne habite, près de chez elle en réalité. Donc le but, c'est de faire en sorte que chaque famille qui le souhaite puisse trouver à proximité une place pour son enfant handicapé ou pour un membre de sa famille handicapé. À quel horizon vous fixez-vous pour que, là on parle de 6500 personnes, pour que le problème disparaisse d'une certaine manière ? Ce que je viens de dire là, stopper le flux, c'est pas pour les 6000 qui sont là-bas, c'est pour les nouveaux qui éventuellement seraient orientés là-bas. Là, évidemment, la priorité, c'est déjà de stopper ce flux-là et de réorienter les 82 millions d'euros qui partent chaque année de l'assurance maladie en Belgique vers, en France, en fait, dans les établissements français. Vous dites 82 millions d'euros. La présidente de l'UNAPI avait un chiffre supérieur. Alors, les 82 millions d'euros, pour être très précise, ce sont les 82 millions de l'assurance maladie. Après, il y a aussi de l'argent qui vient des conseils départementaux. Et là, personne n'est en capacité d'évaluer le total. La présidente de l'UNAPI parlait, je ne sais pas, je le dis, de 250 millions d'euros. Mais voilà. Donc, le chiffre dont on est sûr, c'est les 82 millions de l'assurance maladie. On avait aussi le sentiment hier dans les témoignages que les parents étaient, pardon l'expression, mais complètement paumés entre les différentes institutions et les différentes administrations pour savoir vers qui se tourner simplement quand ils étaient dans le besoin d'avoir des réponses. Est-ce qu'il y a un effort de simplification ? Parce qu'encore une fois, les parents étaient paumés. Vous avez complètement raison, c'est effectivement ce qu'on constate. Les maisons départementales du handicap, elles ont été mises en place après la loi de 2005, donc en 2006. Ça fonctionne, mais il y a un défaut, c'est qu'une fois que les maisons départementales du handicap ont dit telle personne, elle doit aller dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un institut médico-éducatif, enfin, elles désignent le type de structure, mais ensuite, elles n'accompagnent pas les familles pour trouver la structure et pour trouver vraiment la solution adaptée à la personne. Et donc, ça, on vient de le modifier par un amendement gouvernemental dans le projet de loi santé qui a été voté récemment au Sénat, justement pour réorganiser cette orientation et pour que les maisons départementales du handicap soient en capacité de convoquer tout le monde, c'est-à-dire les établissements qui gèrent les structures, mais aussi les services de l'Agence régionale de santé, les services de l'éducation nationale, tout le monde, qu'on se mette autour de la table et qu'on dise tel enfant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme solution ? On ne le laisse pas sans rien. Et c'est tout l'objectif de ce changement de la loi qui va être opérationnel. Pour en terminer par là, Ségolène Neuville, dans cette équation budgétaire toujours très compliquée, très serrée, vous aurez les moyens de mener à bien votre projet et d'éviter qu'au moins des gens continuent à partir en Belgique et puissent être soignés en France ? Bien sûr, puisque c'est une priorité du gouvernement et ce qu'on appelle l'ONDAM médico-social, c'est-à-dire le montant total pour les personnes handicapées, il a continué à augmenter de façon régulière avec ces fameuses 4000 nouvelles places par an chaque année. Et de surcroît, j'ai obtenu donc avec Marisol Touraine qu'il y ait 15 millions supplémentaires, qui donc représentent pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, les 9 milliards. Ces 15 millions, c'est précisément pour amorcer le changement, le flux d'argent qui part en Belgique pour le remettre sur la France. Il fallait un fonds d'amorçage pour pouvoir créer tout de suite, demain, s'il y a un cas, une solution près du domicile de la personne. Pour l'instant, c'est un fonds que j'appelle d'amorçage parce que c'est 15 millions, mais si dans l'année, il y a besoin de 16, de 17, de 18, ça sera abondé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui existe, il part en Belgique pour l'instant.
Donc en fait, c'est une réorientation de l'argent vers les établissements français. Voilà, peut-être Natacha et Hugues, que nous avons entendus au début de notre dialogue, vous ont écouté, Ségolène Neuville. Peut-être trouverez-vous avec eux une solution pour leurs problèmes. En tout cas, nous sommes heureux que vous ayez accepté l'invitation d'Europe 1 pour dialoguer de ce sujet difficile. Et puis vous-même, si dans les jours qui viennent, vous souhaitez apporter votre témoignage sur ce sujet et nous dire si un problème qui vous était posé trouve sa solution ou peine à la trouver, nous serons ravis de vous accueillir à nouveau sur l'antenne d'Europe 1. Merci Ségolène Neuville. Et nous reprenons dans un instant le dialogue sur les autres thèmes d'actualité. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous parlons avec vous ce midi du don de sperme au 39 21. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu tout à l'heure à 12h30 le témoignage sur Europe 1 de cette jeune femme de 35 ans. Elle est née d'un don de sperme, son mari également, et tous les deux veulent savoir, même si les risques entre guillemets sont minimes, tous les deux veulent savoir s'ils ne sont pas nés du même donneur. Et donc nous parlons des dons de sperme. Bonjour Luc. Je suis heureux de vous avoir en direct. Nous aussi, donc vous nous avez appelé d'Osmanville dans le Calvados. Oui. Vous avez été, vous, donneur de sperme? Oui, ça s'est passé il y a maintenant 25 ans. Donc donneur de sperme anonyme, hein, évidemment. Tout à fait anonyme, un couple en détresse qui avait besoin d'un donneur pour faire avancer leur dossier. Oui. Et avec mon épouse, le geste a été tout à fait naturel. C'était un vrai, authentique geste d'amitié que nous avons fait, que nous regrettons absolument pas. Et c'est vrai que j'ai voulu témoigner parce que j'ai vu tellement de personnes en détresse, comme le témoignage de tout à l'heure de cette jeune femme, et que moi je suis un donneur anonyme qui est prêt très rapidement à lever cet anonymat. Pour plein de raisons. Déjà parce que je pense qu'il y a un trouble du fait d'avoir été né d'un don de sperme. Et deuxièmement, je pense aussi par exemple que la génétique en 25 ans a énormément avancé et que peut-être par cette levée d'anonymat, je suis peut-être susceptible d'expliquer une maladie ou quelque chose pour la personne à qui j'ai donné. Et je pense avant tout c'est une question de cœur. On sent bien quand même qu'il y a un trouble et une détresse chez ces gens-là. Donc pour moi, aucun souci, je suis prêt à lever mon anonymat sans problème. Vous dites, Luc, que vous avez fait cela pour aider un couple d'amis, donc avec qui vous êtes sans doute resté en contact. Oui, tout à fait. Donc vous connaissez l'enfant qui est issu de ce don de sperme? Oui, attendez, c'était pas mon sperme qui a servi à l'élévation de cet enfant. C'est très bien, mon copain est blond aux yeux bleus et moi je suis un brun aux yeux marrons. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une espèce de sélection, si vous voulez. Je pense que les paillettes qui sont sélectionnées, on essaie de faire dans l'assimilation un critère qui est, moi je suis un grand brun aux yeux marrons. Je pense que si le papa du couple qui a reçu mes paillettes, il devait être sûrement un grand brun aux yeux marrons. Donc c'était pas, mes paillettes qui étaient données. C'était donné au SECOS, qui était le service qui récupérait les dons. Et en plus, après, c'était dispatché. Il y avait aussi toute une étude qui était faite sur mes antécédents, mes parents et autres. Mes aptitudes aussi physiques, avec une prise de sang et autres qui ont été faites. Donc je pense que non, ce ne sont pas mes paillettes qui ont servi à faire l'enfant de mes amis. Et en tout cas, le message que vous voulez faire passer, vous, c'est que ce don de sperme qui aujourd'hui est anonyme, vous auriez accepté, vous, que l'anonymat, ou si vous êtes saisi d'une demande d'un jour, que cet anonymat soit levé, cela vous le comprenez, vous l'acceptez. Ah oui, et puis d'abord, comment j'ai essayé d'ailleurs de contacter les deux services qui n'existent plus parce qu'il y a eu des regroupements de services dans Paris. Mon épouse qui est en train de nous écouter est aussi d'accord pour que les choses se fassent. Oui, on voit une détresse, on la voit la détresse, on l'a bien senti tout à l'heure, et c'est pas la première fois. J'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est vrai que la loi est la loi et on ne peut pas bouger. Enfin, en tous les cas, vous avez un donneur là en ligne qui dit moi je suis d'accord et si je peux aider, ça serait avec un immense plaisir. Bon, et nous avons enregistré votre appel, Luc, avec plaisir, et il permettra à chacun de réfléchir. Merci de nous avoir appelés. Bonjour Léo. Bonjour. Vous êtes, vous, issu d'une insémination artificielle, donc vous avez appris ça assez tard dans votre vie? J'ai appris ça, donc j'ai 28 ans, j'ai appris ça il y a 3 ans, j'avais 25 ans. Donc ma sœur et moi-même avons appris notre mode de procréation dans un contexte qui était très difficile, dans le sens où mes parents se séparaient, donc on l'a plus ressenti comme un coup porté par ma mère à mon père que comme une vraie volonté de nous informer
et de nous expliquer toute notre histoire finalement. D'accord. Donc vous l'avez appris dans des conditions, vous le dites, assez mauvaises. Vous avez cherché, vous cherchez à connaître votre père biologique ? Pas du tout. Alors pas du tout, parce que pour moi la question elle est moins du côté de mon donneur que du côté de mes parents. J'ai en plus une question identitaire qui est très profonde, parce que toute ma vie, toute mon enfance, j'ai eu à me justifier de ma couleur de peau, de l'origine, en me créant des petits mécanismes, en disant que mon père était d'origine italienne, etc. Et j'ai découvert à 25 ans que tout ça était finalement faux. Donc aujourd'hui, je mens plus, je dis la vérité, mais c'est vrai que je ne sais pas clairement quelles sont mes vraies origines. Et pour autant, j'ai pas vraiment envie de le savoir, parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment mes parents ont été poussés finalement à se murer dans le silence et à cacher ce secret-là, alors même qu'ils avaient décidé à notre naissance de nous le dire. Et pour moi, le plus ravageur, il est là. Ils ont décidé à votre naissance de vous le dire, et finalement, ils ne vous l'ont pas dit, et vous ne savez pas pourquoi exactement. Voilà. Ils ont renoncé à vous le dire. Au-delà du donneur et de l'enfant, il faut aussi se mettre aussi dans la peau de ses parents, qui sont dans des démarches qui sont quand même compliquées. Je pense que moi, j'ai aucun problème avec cette démarche-là, parce que à certains égards, j'ai l'impression d'être l'un des enfants les plus désirés au monde, si je puis dire, parce que c'est quand même une démarche qui sont compliquées, qui psychologiquement, notamment pour les parents stériles, sont compliquées. Et donc, effectivement, ils avaient décidé de nous le dire, et mon père, à un moment, n'a plus réussi à le dire et à le formuler. Donc, c'est resté comme ça, et il a fallu attendre l'explosion de ma cellule familiale pour que ce secret soit dévoilé. Vous dites, Léo, que vous avez inventé des réponses pour justifier votre couleur de peau. Du coup, quand vous avez su la vérité, ça vous a apporté une forme de soulagement ou pas du tout ? Vous avez quand même remis des choses en ordre, ou vous auriez préféré ne pas le savoir ? Quand je dis inventer, c'est juste qu'à un moment, il fallait que je crée des mécanismes pour me défendre, parce que c'était ma sœur a une couleur de peau très blanche, donc voilà, quand les questions se posaient, qu'on est petit, c'est difficile, donc on se dit, on crée des petits mécanismes pour se défendre. Et quand on m'a levé ce mécanisme-là, finalement, à 25 ans, c'est hyper difficile, parce que on a 25 ans de notre vie qui de certains de ces mécanismes qui sont détruits, et puis on se dit qu'on nous a caché quelque chose qui était quelque chose qui nous était intime finalement, et que d'autres le savaient, donc c'est un peu, on le vit difficilement. Et votre sœur réagit comme vous, Léo, elle non plus ne souhaite pas connaître son père biologique ? Non, on est tous les deux dans la même, dans la même optique, et finalement, quand j'entends parler de levée d'anonymat aujourd'hui, j'entends très bien qu'il y ait des enfants étudiants qui aimeraient connaître certaines choses, mais je me dis qu'au-delà de mon cas personnel, au-delà de nos cas personnels, il y a quand même des futurs enfants issus de dons, des enfants aujourd'hui qui sont en bas âge, et je pense que le plus important, c'est que pour eux, on lève tous les blocages, tous les freins qui poussent ces parents à cacher les choses. Et je me dis que des fois, peut-être que cette levée d'anonymat, elle serait peut-être un frein supplémentaire. Et pour moi, l'enjeu, il est plus d'informer ces enfants au moment le plus opportun et de les accompagner, plutôt que de donner plus de forme à ce tiers qui pourrait être encore un blocage supplémentaire pour les parents. Merci Léo d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Maxime ? Oui, on a un témoignage sur Twitter avec le hashtag midi qui s'adresse directement à Léo. C'est Arnaud qui nous dit « Merci Léo, je me retrouve dans ton témoignage ». Et Arnaud nous laisse un autre message qui là nous est adressé et peut-être m'est adressé. Il dit « Merci de ne pas dire père biologique. Un donneur n'a pas de fonction parentale ». D'accord, je l'ai dit moi aussi, donc le message nous est adressé à tous les deux. Et j'espère Léo que vous avez entendu ce qu'a dit Maxime. Un auditeur se retrouve dans votre histoire et sans doute vous entendre lui a procuré une forme de satisfaction personnelle et nous en sommes très heureux. Bonjour Romain. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Donc vous aussi, Merci vous êtes... de me recevoir. Mais non, nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Vous aussi, vous êtes concerné par cette histoire. Vous nous racontez ? Tout à fait. Écoutez, j'ai appris à 15 ans que j'avais été conçu par IAD, ce qui n'a pas été non plus... qui n'a pas été une véritable révélation. Bien sûr que si, c'en est une, effectivement, mais c'était plus... une confirmation. Quelque chose que je pouvais effectivement un tout petit peu pressentir déjà
Et voilà, donc ça, à 15 ans, on m'a dit que j'étais conçu par IAD. IAD, ça veut dire, pardon? Oui, IAD. Pardon, ça veut dire insémination avec donneur. D'accord, merci. Ce à quoi on a ajouté que je ne pourrais jamais savoir, ce qui m'a posé grandement problème, le fait de ne pas pouvoir savoir. Je suis sorti de cette pièce. Là, on m'a annoncé et on m'a dit, je me suis dit, très bien, ça confirme un peu ce que je pensais, mais si c'est pas lui, si c'est pas mon papa que je connais, si c'est pas mon papa, c'est qui? Et là, erreur, je ne peux pas savoir. Donc j'ai vécu comme ça pendant 11 ans, oui. Jusqu'à un moment où les réponses étaient beaucoup trop pressantes et je suis allé poser des questions. Voilà, c'est à ce moment-là où j'ai découvert une association qui militait pour la levée de l'anonymat, oui. Dans laquelle je me suis grandement retrouvé. J'ai eu le temps d'y penser pendant beaucoup de temps. Pendant ces premières séances, il y a vraiment eu 2 étapes dans ces 11 premières années. Et ensuite, c'était la question de pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit de savoir. Voilà. Mais vous continuez à chercher? Oui, je continue à chercher. Alors, malheureusement, les recherches sont arrêtées. J'aimerais toujours savoir. La grande question, quand on me demande pourquoi est-ce que tu veux savoir, la réponse que j'ai, c'est parce que je voudrais arrêter de me poser la question, tout simplement. J'aimerais, quand je me regarde dans la glace, arrêter de me dire, je n'ai pas le droit de savoir. Certaines personnes sachent, moi, je ne peux pas le savoir. Mais vous, aujourd'hui, Romain, vous n'avez pas de piste pour savoir. Vous êtes un peu bloqué ou vous avez encore un peu d'espoir? Bien sûr, je ne perdrai jamais espoir, même jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai toujours cette curiosité. Cela dit, j'ai appris donc à 26 ans que mes parents n'étaient pas passés par un CECOS, donc un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, qui sont les communément appelés les banques de sperme, mais sont passés par un cabinet privé, une gynéco privée qui recrutait des donneurs, pas forcément des pères, des hommes déjà pères, sans le consentement de madame, tout ça, et qui faisaient payer justement, qui rémunéraient apparemment les donneurs, alors je ne sais pas avec quel argent, mais bon, peu importe. Tout ça, ce sont des questions que j'ai dû régler, je n'ai aucun problème avec ça. Et vous avez retrouvé cette gynéco? Ah oui, je suis allé la voir et elle m'a dit que non, elle n'avait plus aucun dossier, qu'elle avait tout passé à la broyeuse. En gros, ce sont mes origines qu'elle passait à la broyeuse, vous voyez. C'est assez violent, oui, bien sûr. Au moment où l'identité est très forte, et comme Luc en parlait de la génétique, c'est un petit peu difficile à entendre. Bon, même si moi, au fond de moi, je crois que c'est pas complètement vrai, qu'il y a toujours moyen de savoir. Et cette réponse, en soi, c'est une réponse très très simple. J'ai envie de jouer sur les mots, sur la levée de l'anonymat. Bien sûr que je suis pour la levée de l'anonymat, mais en jouant sur les mots, cette personne dont je suis issu, qui n'est pas mon père biologique, comme le Twitter, le tweet le faisait très bien remarquer, je ne cherche pas son nom, je cherche, en gros même je cherche moi, je cherche à m'expliquer moi, c'est-à-dire que j'ai mon identité, j'ai mon nom de famille, le patronyme, le nom de mon père, j'ai toute mon histoire, mais il me manque cette partie. Cette partie-là... Je ne la quantifie pas, Et on même comprend... si elle est petite. Et on comprend que vous la recherchiez, Romain, et on est très heureux d'avoir pu dialoguer avec vous sur ce sujet difficile. Merci à tous ceux qui nous ont appelés sur ce sujet et qui ont témoigné de cette douleur particulière dans leur vie. Nous étions très heureux de vous donner la parole sur Europe 1.